Bonjour chers amis, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui car j'ai vu une patiente hier qui a accepté que je vous parle de son cas, de son histoire, parce que ça pourrait être éclairant pour certains d'entre vous. Donc merci à elle, on va l'appeler Charlotte. Et voilà, j'espère que ça pourra peut-être certains vous donner des pistes et comprendre l'origine des symptômes et comment on les résout. Donc c'est une patiente qui est venue me voir il y a 1 an et demi. Elle m'avait vue lors d'une de mes conférences apéro-psycho. Et voilà, elle avait 38 ans, mariée, 2 enfants, elle travaille, elle aime beaucoup son travail. Bon, globalement ça va. Elle vient me voir puisqu'elle a des TOC, donc on va dire deux problématiques. Des TOC qu'elle a depuis l'école primaire, donc depuis longtemps maintenant, et des phobies d'impulsion qui se caractérisent par la peur d'écraser des personnes quand elle est en voiture. Donc ces phobies d'impulsion, elle les a depuis environ 2-3 ans, alors qu'elle est tox depuis l'école primaire. Elle a été mise sous antidépresseurs, anxiolytiques, et depuis qu'elle a 20 ans, elle consulte évidemment pour essayer de s'en sortir. Donc c'est vrai qu'elle a consulté beaucoup de praticiens pour ses TOC, elle a fait de la psychanalyse, des TCC, de l'hypnose, de l'EFT, et elle me dit que ça avait bien marché jusqu'aux attentats du Bataclan, donc qui était en novembre 2015, où les TOC sont revenus. Et elle l'explique comme ça, elle me dit j'ai trop d'empathie, et en fait je pense que ces souffrances, ces difficultés peuvent aussi m'arriver. Alors en gros, ce que je peux vous dire, c'est que si les symptômes sont revenus, et les symptômes c'est les TOC en fait, si ces besoins de vérification sont revenus, alors ça se passe, voilà, elle vérifie les plaques de cuisson, elle vérifie les portes, elle vérifie beaucoup de choses. Donc les TOC c'est l'obsession de ne pas avoir fait quelque chose qui pourrait déboucher sur une catastrophe. Et si jamais j'avais pas fermé le gaz, ça pourrait exploser, il y aurait le feu. Et si j'ai pas vérifié la porte, on pourrait me cambrioler, etc. Donc trouble obsessionnel compulsif. Alors voilà, si ces tocs, ces angoisses et du coup ces besoins de vérification pour calmer l'angoisse sont revenus, c'est qu'en fait l'origine du problème n'avait pas disparu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas digérés physiologiquement, ils étaient compris, peut-être il y avait eu des stratégies d'exposition comme on fait en thérapie cognitivo-comportementale, donc il y avait une espèce de désensibilisation partielle, elle avait fait de l'hypnose, elle avait certainement appris des stratégies de stabilisation, des ressources, donc en fait on va dire qu'elle était stabilisée et qu'elle avait l'impression que ses symptômes avaient disparu. Mais sans doute que l'amygdale, au niveau du cerveau limbique, au niveau du cerveau, on va dire archaïque, n'était pas désensibilisé neurophysiologiquement, biologiquement, moléculairement. Donc c'était sans doute un travail, j'allais dire superficiel, en tout cas du cerveau cognitif, mais cette zone-là du cerveau, a priori, n'était plus déclenché, mais le souci était encore présent quelque part dans le disque dur. Alors, l'anamnèse de la patiente, c'est-à-dire je lui demande un petit peu son histoire de vie, quelles sont les grandes lignes de votre histoire de vie, dans quel contexte vous êtes développé. Et alors, c'est toujours intéressant de regarder après coup les premières choses qui ont été dites lors de ces premiers rendez-vous, parce que très souvent, je m'aperçois qu'en fait, tout était dit, même si la personne n'avait pas vraiment conscience que le trauma physiologique était à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en général, si on en parle, c'est que c'est pas digéré. Enfin, si on en parle, vous voyez, je peux en parler sans que ça me déclenche, mais si quand je demande les grandes lignes de votre vie, il y a 2-3 trucs qui viennent, c'est sans doute que ces 2-3 trucs sont importants. Alors, elle me parle d'emblée du divorce de ses parents alors qu'elle avait 15 ans. Elle me dit mes parents ont divorcé et ils sont restés divorcés pendant 20 ans. Et puis, il y a 1 à 2 ans, ils se sont mis ensemble. Bon, ok. Elle me dit petite j'étais angoissée, donc déjà toute petite elle avait des angoisses, j'allais dans ma chambre de mes parents comme font souvent les enfants bien sûr, hein, pour chercher de la réassurance, un câlin, être apaisée, être rassurée. Mais eux ils voulaient pas que je vienne, alors du coup je me réfugiais dans la chambre de ma soeur qui avait 4 ans de plus que moi. Donc ce qu'on voit
souvent, je ne vais pas vous dire systématiquement, hein, tout ce que je vous dis, c'est pour vous donner un peu des pistes de réflexion, c'est pas des recettes de cuisine, c'est pas du tout rien, c'est pas de la pensée dichotomique, c'est pas à chaque fois qu'un enfant n'est pas rassuré, il va développer des TOC. Mais on peut observer chez des enfants qui ont peut-être un naturel un peu plus anxieux que d'autres. Vous savez que les enfants, ils viennent au monde, ils sont tous différents. Dans votre fratrie, vous voyez bien que même si vous avez eu exactement les mêmes parents et peut-être exactement la même éducation, vous ne vous êtes pas développé de la même façon parce qu'il y avait déjà une base. On parle de l'inné, de l'acquis. Donc l'inné, c'est ce que j'ai au démarrage, mon tempérament, mes caractères physiologiques, etc. Donc cette petite, comme elle n'a pas pu trouver de réassurance à l'extérieur, comme on dit chez les caregivers, hein, les donneurs de soins, et du coup être apaisée de son stress intérieur, de cette peur intérieure, de ses émotions négatives, eh bien il a bien fallu à un moment donné qu'elle trouve une issue, qu'elle explore dans son système intérieur comment faire pour calmer ses émotions, pour s'apaiser. Et quand on est enfant, on a la pensée magique. C'est-à-dire, on croit que si on pense à quelque chose, ça va se réaliser. Et du coup, souvent, les TOC apparaissent enfant ou adolescent, puisqu'on cherche à contrôler son environnement pour apaiser sa peur. Et effectivement, elle a commencé à développer des TOC en vérifiant son cartable, que tout était bien comme il faut pour le lendemain, pour sa journée d'école. Comme si elle se disait, bon, tout est sous contrôle, je maîtrise, si j'ai tout vérifié, c'est que demain, il n'y aura pas trop d'aléas, il n'y aura pas trop d'imprévus, et du coup, je ne vais pas ressentir d'émotions négatives, ça va à peu près bien se passer. Donc vous voyez, c'est une recherche de contrôle pour gérer ses émotions intérieures. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté où j'avais fait le cas clinique de Achille, qui était aussi un monsieur, quand il était enfant, il avait aussi des angoisses, un monsieur très sensible, et son père qui avait des mots extrêmement violents, qui piquaient des colères, et ça insécurisait beaucoup mon patient. Et il n'avait pas non plus de réassurance, puisque quand il en parlait à sa mère, elle lui disait « mais t'es fou ». Bon, elle n'était pas méchante, mais en fait, je pense qu'elle ne comprenait pas. Elle lui disait « mais t'es pas normal, c'est pas normal de faire ça ». Et en fait, il n'avait pas de stratégie pour apaiser ses angoisses. Il avait commencé à vérifier que son réveil était bien mis pour l'école le lendemain matin. Donc il se réveillait plusieurs fois la nuit pour bien vérifier que son réveil était bien mis pour qu'il puisse l'entendre et se réveiller le lendemain matin pour ne pas louper l'école. Donc on voit aussi que ça arrive aux enfants qui sont consciencieux, qui ont envie de bien faire, qui ont envie d'être dans les clous, qui n'ont pas envie d'avoir de reproches ou de remarques. Oui, puisque ce sont des enfants qui vivent ça beaucoup plus fort peut-être que d'autres. Attention, ce n'est pas non plus une généralité. Alors, donc un autre exemple voilà, de l'exigence de bien faire de la patiente. Elle se souvient en primaire, elle avait à peu près 5 ans, qu'elle avait fait un trou dans sa feuille à l'école, à force de gommer, parce qu'elle avait voulu vraiment bien gommer, et en fait elle s'est aperçue que ça avait fait un trou. Et ça, on va dire que quand on a fait notre plan de ciblage, ensuite on verra en EMDR, on travaille avec des plans de ciblage, ça avait vraiment créé un trauma. Elle s'en souvenait vraiment comme si c'était hier, à quel point elle était vraiment très mal de devoir montrer sa feuille avec un trou. Et elle m'a dit aussi, vers 7-8 ans, quand elle mangeait des yaourts, il y avait un opercule, elle me dit qu'il fallait vraiment que rien dépasse de l'opercule, sinon elle était vraiment en inconfort, en angoisse. Alors, au niveau de ses parents, elle me dit, mais ils ont aussi tendance à beaucoup vérifier. Par exemple, quand ils détruisent les factures, ils disent faut tout couper en petits morceaux pour être sûr que les gens ne vont pas tomber dessus. Ils vérifient les portes. Et dans le contexte social, familial, elle me décrit un foyer pas très chaleureux où les parents vivaient chacun de leur côté. Le père dans son bureau, la mère dans son activité, que c'était assez vide et que elle se souvient d'un moment où elle était seule, elle avait très peur, elle était collée derrière la porte en attendant que ses parents rentrent du sport et elle était voilà, elle n'était pas bien, elle ne gérait pas bien ses émotions. Enfin, elle ne gérait pas bien. C'est normal quand on a un enfant de ne pas bien gérer, mais a priori, elle n'a pas été réassurée à chaque fois qu'il y avait ces anxiétés et l'environnement par rapport à ses besoins n'était pas suffisamment chaleureux, suffisamment présent, suffisamment réconfortant.
Alors, du coup, ben, on fait un plan de ciblage, c'est-à-dire qu'on va cibler la demande de la patiente, sur quoi elle veut travailler, qu'est-ce qui lui pose le plus problème. Et elle me dit, ben, je voudrais travailler sur mes TOC et notamment sur ma peur d'écraser les gens en voiture. Alors, je lui demande quel est l'enjeu. Si vous écrasez des gens, ça peut paraître bête, hein, mais c'est ce qu'on appelle la flèche descendante, c'est pour explorer. Et elle me dit, l'enjeu, ce serait d'être séparé de ceux que j'aime. Ça donne toujours des indications, vous voyez, comme quoi le lien, créer du lien, une vie de famille, les gens que j'aime, investir auprès de ceux que j'aime, c'est important pour elle. Ces cognitions négatives en lien avec ces déclencheurs, c'est je suis en danger et je ne peux pas me faire confiance. Donc ça aussi, ça donne des indications puisque le cerveau encode l'information d'une certaine façon. C'est un peu comme s'il y avait un fil, vous voyez, comme un chapelet avec plusieurs perles, comme un canal d'information, comme une autoroute, et sur cette autoroute, ben, il y a plusieurs stations-service. Je ne sais pas si c'est une bonne image. Donc souvent, les cognitions négatives nous permettent d'identifier ce fil. Donc sur le « je suis en danger », il y a dû avoir des premières expériences princeps, et on appelle les souvenirs cibles, et puis d'autres qui sont venus se réagglomérer. Mais aussi sur « je ne peux pas me faire confiance » ou « je ne peux pas faire confiance à ce que je vois », puisque si ça se trouve, j'ai écrasé quelqu'un, mais je ne l'ai pas vu en fait. Je n'ai pas vu qu'il est sorti au dernier moment sur le passage piéton, je n'ai pas vu quand je l'ai écrasé, mais je ne peux pas faire confiance à ce que je vois. Donc, si ça se trouve, je l'ai écrasé sans le voir. Il faut que j'aille vérifier. Donc là, on va voir que dans ce plan de ciblage, curieusement, le divorce des parents ne vient pas. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours quels sont vos pires souvenirs. Et aussi, on fait un plan de ciblage pour être sûr qu'on va aller voir ce chapelet avec toutes les émotions. Donc on fait notre plan de ciblage sur cette demande de la peur, je voudrais ne plus avoir peur d'écraser les gens et pouvoir faire confiance à ce que je vois. Et on commence les séances de retraitement. Donc au démarrage, elle est pas mal en colère contre elle, en fait, dire ah, j'en suis encore là, après toutes ces séances, toutes ces thérapies que j'ai faites, et elle a honte d'être encore comme ça. Alors, Boris Cyrulnik disait la honte, c'est un puissant facteur d'anti-résilience. Alors c'est vrai, on installe de la honte et on est tellement occupé à s'en vouloir quelque part ou à ressentir ça ou à essayer de ne pas ressentir cette émotion de honte qui est très désagréable que finalement ça occulte, ça permet de ne pas aller voir ce qu'il faut aller voir. Comment dire, c'est pas volontaire bien sûr, c'est pas conscient, hein. C'est la structuration du système de pensée et du cerveau. Donc les premières séances, on va dire, le cerveau il va sur ses couches, vous savez comme un oignon, en fait, il y a plusieurs couches, sur les couches périphériques, puisqu'on ne peut pas accéder au cœur de l'oignon directement. Alors on parle aussi parfois d'un artichaut, puisque la thérapie, on a un bel artichaut et il va falloir qu'on effeuille avec délicatesse, vous voyez, chaque feuille, superficielle ou périphérique, pour ensuite ne pas abîmer le cœur de l'artichaut et pouvoir enfin y avoir accès, qui est plus sensible, qui est plus fragile. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va, d'ailleurs il y a le modèle IFS qui parle bien de ça, Internal Family System, notre système intérieur, c'est comme une petite famille, en fait il y a plusieurs éléments, plusieurs feuilles de l'artichaut, jusqu'à la partie la plus vulnérable, qui ne se montre pas tout de suite puisqu'elle est protégée par d'autres parties, les autres feuilles de l'artichaut qui sont, vous avez vu, plus épaisses, plus solides, plus résistantes aux intempéries. Alors, on travaille là-dessus et au fur et à mesure viennent de plus en plus de rêves, de cauchemars, de tromperies. Le cerveau se répare. Alors, vous savez que tous nos organes ont une fonction d'auto-réparation. On est vraiment un organisme assez incroyable, assez génial. Vous dormez, ça se répare. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé peut-être de vous faire mal quelque part. Vous avez mal en vous couchant. Vous vous réveillez, vous n'avez plus mal. Merci, le corps a réparé. Alors pas que quand on dort, mais c'est vrai que quand on dort, on est au repos et là, tout le système peut se mettre en branle et aller bosser comme il faut puisqu'on ne l'enquiquine plus à faire autre chose, à bouger, à manger, à parler. Il est, on va dire, en monotage, il a que ça à faire quand on dort. Et le cerveau, on s'est aperçu qu'il avait cette fonction d'auto-réparation qui fonctionnait toutes les nuits pendant la phase du sommeil paradoxal.
qui est aussi une phase qu'on appelle REM, Rapid Eye Movement, puisque c'est une phase où on fait des balayages oculaires rapides. Donc pendant cette phase, le cerveau réencode, en gros, du cerveau archaïque, du cerveau limbique, vers le cerveau cognitif, vers le cerveau mammalien. Donc on fait de la mémoire traumatique, on la transforme en mémoire autobiographique. L'objectif, c'est que ce soit réencodé comme une information passée, mais plus chaude émotionnellement. Vous savez, comme quand, je ne sais pas, peut-être à 8 ans, la maîtresse m'a humiliée devant tout le monde en disant « Ah ah, Éléonore, elle ne sait pas ça !» Bon, à l'époque, je peux vous dire, je ne voulais pas parler de ça parce que je ressentais une honte terrible et je ressentais dans tout mon corps, hein, dans mes sensations, mon émotion. Ça n'est pas vrai, c'est un exemple. Et si j'y pense maintenant, par exemple, si jamais en repensant à ça, je me remets à pleurer ou à avoir peut-être une activation cardiaque ou d'autres sensations, c'est que l'information est toujours chaude, elle n'est pas retraitée émotionnellement. Si je vous en parle en disant « Oh là là, elle est un peu bête quand même cette maîtresse, hein, parce que c'était pas agréable pour moi », mais en même temps, ça m'a appris qu'il fallait pas faire ça aux autres parce que c'est pas sympa à vivre. Là, du coup, l'information n'est plus chaude émotionnellement, elle a été réencodée et elle fait partie d'une expérience avec des ressources, avec une maturité qui s'est installée dessus. Donc voilà comment on reprocesse en fait le cerveau. J'en étais où? Donc je reviens, puisque le cerveau travaille la nuit en phase de sommeil paradoxal, surtout, mais aussi dans les autres phases, mais surtout dans cette phase-là. On s'intéresse aux rêves, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller psychanalyser les rêves, mais ça nous donne une indication de comment le cerveau travaille entre les séances. Est-ce qu'il s'est saisi de ce qui s'est passé pendant la phase de MDR? Et là, curieusement, alors qu'on était un peu sur d'autres choses, vous voyez, sur les parties de l'artichaut, là, les feuilles plus périphériques, eh bien, son cerveau, elle me dit, mais pourquoi j'arrête pas de rêver que mon mari, il voit une collègue, et puis je le vis pas bien, puis je me dis, mais pourquoi il me l'a pas dit, enfin, puis j'aurais dû voir, je suis trop bête, j'aurais dû voir, j'ai pas vu, ah, mais je peux pas faire confiance à ce que je vois, ou je peux pas faire confiance aux gens. Et donc, j'en profite pour vous notifier que c'est pas parce que l'on rêve du mari qu'il s'agit bien du mari dans nos rêves, puisque le rêve opère des mécanismes de déplacement, notamment. C'est-à-dire qu'il va meubler un peu comme si vous faisiez un film ou une pièce de théâtre avec le costumier, vous voyez, qui va créer des costumes. Le cerveau, comme c'est peut-être trop dur pour lui de rêver directement du truc, il va aller vous chercher le voisin, le mari, le patron, pour peut-être vous faire vivre l'histoire du papa ou d'autres choses qui sont encore trop saillantes et que le cerveau essaye un peu de déguiser ou de déplacer pour que ce soit plus digérable. C'est bien foutu, hein, quand même. Alors, voilà. Donc, elle me dit le soir même de notre séance, elle rêve qu'elle se promène. Ils se promènent ensemble avec son mari. Et lui, il lui dit de but en blanc, comme ça, l'air de rien, style, oh, bah tiens, je vais mâcher un paquet de clopes. Il lui dit, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, si on rencontre quelqu'un d'autre, bah tant pis. Alors elle me dit, mais dans le rêve, je me dis, mais alors, je ne l'ai pas vu venir, je suis restée sur le cul, j'étais perdue. Donc, nous, on entend sidérer. Voilà. Je ne comprends pas comment il peut passer de quelque chose qui va bien et quelque chose qui s'effondre complètement. Comment j'ai pu ne pas voir? Comment ça, il a fait semblant tout ce temps? Mais vous voyez, il ne comprend pas dans le rêve. Hein. Comment on peut passer de quelqu'un qui aime à quelqu'un qui n'aime plus? Incompréhensible. Et elle se souvient que même petite, elle avait déjà ces problématiques, ces questionnements autour de ça. Alors, l'hypothèse du psy, c'est problématique d'attachement précoce. Donc effectivement, comme ses parents n'étaient pas très rassurants, pas très présents, peut-être qu'elle a eu un problème d'attachement et qu'elle a peur qu'on la quitte comme ça. Donc c'est ce qui fait dire aux gens, je suis dépendante affective. Mais en fait, la dépendance affective, c'est le symptôme, c'est la conséquence d'une problématique d'attachement précoce. Il faut aller rechercher ça pour le réparer. Alors ensuite, elle fait un autre rêve. Elle me dit, il y a plein de gens, il y a du lien. C'est bizarre, c'est très brouillon. Et encore un autre rêve. Ah, mais il y a un collègue du travail qui vient m'aider à monter des meubles. Je suis contente qu'il soit là, mais je ne comprends pas pourquoi il est chez moi. Puis alors, il s'appelle comme mon mari, mais je ne comprends pas ce qu'il fait là. Le cerveau, il nous donne tout. Hein. Vous allez voir, c'est dingue. Et elle me dit, ah, mais en fait, c'est comme mes tocs.
je ne me fais pas confiance dans ce que je vois. Donc là, le cerveau, il vous donne la solution. Il n'y avait pas une problématique d'adultère d'un côté et puis une problématique de voiture de l'autre, je ne peux pas me faire confiance parce que je pourrais écraser quelqu'un. Les deux sont liés. Et moi, ce que j'observe dans mes thérapies, pas quelque chose que j'ai appris à la fac, c'est que très souvent, les problématiques de voiture, peur d'avoir un accident, peur de ne pas contrôler, peur d'écraser quelqu'un, souvent sont en lien avec complètement autre chose que la voiture. Alors, le pourquoi, je ne vais pas le développer ici, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il y a eu l'histoire de ma patiente, hein, bien sûr, mais c'est déplacé en fait. C'est la partie émergée de l'iceberg, mais souvent, c'est pas parce que j'ai eu un accident de voiture que paf. Alors, ça peut être, mais si c'est ça, souvent, c'est ce qu'on appelle un trauma simple, et en général, vous n'avez pas besoin du psy pour le résoudre parce que ça se résout tout seul. Donc, elle fait le lien. C'est comme dans mes TOC, je ne me fais pas confiance dans ce que je vois. Ça nous donne une indication. Elle fait encore un autre rêve. Mon mari part en disant bon, t'as pas ton mot à dire, c'est comme ça. Enfin, il le dit pas, mais il fait mine. T'as pas ton mot à dire, c'est comme ça. Voilà, hop, je pars. Unilatéral. Et là, elle dit je suis bête parce que j'ai rien vu venir. J'aurais pas dû lui accorder ma confiance. Dans le rêve. Donc ça tourne autour de j'ai rien vu venir, j'aurais pas dû lui accorder ma confiance. Mais en fait, on peut aimer, on peut ne plus aimer comme ça. Mais vous voyez, ça tourne autour de cette incompréhension. Là, les deux fils, ils se touchent pas. Il y a quelque chose dans le cerveau qui il vous fournit les infos, mais pour l'instant, il ne fait pas le lien. Et entre les deux, c'est parce qu'il y a une cassure, il y a une sidération chimique, kétamine, morphine. Alors, elle se souvient alors qu'aux 9 mois de relation avec son mari, au tout début, à un moment donné, il lui a dit « on arrête ». Et elle était tellement sous le choc qu'elle en a perdu sa voix. Pendant plusieurs jours, elle n'avait plus aucun son de voix. Donc, vous voyez déjà, on touchait un trauma. Elle n'avait pas fait le lien à l'époque, mais le cerveau, il a bugué, il a sidéré, il est complètement en panne complète. Ça l'a laissé sans voix. Alors, donc, on fait la séance et ensuite, elle fait un autre rêve. Mon mari devait passer à son travail déposer quelque chose, donc j'y vais et je demande à le voir, pensant le trouver, et les collègues me disent qu'il n'y est pas. Alors ça m'énerve. Je me dis, mais il a menti alors qu'il peut me dire les choses. Moi, je peux entendre. S'il a besoin de faire quelque chose, s'il va pas au travail, enfin, pourquoi il m'a menti c'est quoi, c'est micmac, quoi. Donc ensuite, elle le retrouve et puis elle lui dit, mais pourquoi t'étais pas à ton travail? Et là, il explique qu'il avait besoin de se reposer, en fait, et puis il lui parle d'une collègue de travail. Alors là, elle est triste parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe dans le rêve. Je suis triste, je ne comprends pas ce qui se passe, je suis en colère contre lui et en colère contre moi parce que j'ai pas vu. Et là, elle me dit, les gens, s'ils veulent, ils arrivent bien à camoufler. Alors je lui dis, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette histoire de quelqu'un dans votre histoire qui aurait camouflé, ou vous seriez aperçu après coup qu'il avait camouflé, vous ne l'avez pas bien vécu, et là, pam, bingo, qu'est-ce qu'elle me dit? Ben oui, le divorce de mes parents. Alors, c'est vrai que moi, j'avais pas toutes les infos, donc en fait, ils s'étaient séparés sans s'être jamais engueulés, et j'étais restée sur le fait que c'était ça qui l'avait perturbé. Et en fait, j'apprends que, donc oui, elle me dit oui, ils s'étaient jamais engueulés, ça, ils montraient jamais aucun signe extérieur de problème, et du jour au lendemain, et alors, mais devinez comment elle l'apprend, c'est quand même assez violent. Le jour d'anniversaire de sa mère, elle et sa sœur demandent à papa, ah, et alors toi, est-ce que tu as déjà ton cadeau pour maman? Et il répond, non, ils disent, qu'est-ce que tu veux offrir à maman? Et il dit, ben rien, je veux divorcer. Elle a 15 ans. Une sidération. Donc finalement, je lui propose de travailler en EMDR sur ce souvenir. Et vous voyez, quand on sidère, en fait, on n'identifie pas que c'est l'origine du problème. C'est-à-dire qu'on a bien l'anecdote en tête, mais c'est couper des émotions. C'est l'objectif de la sidération sur le coup. C'est-à-dire que c'est tellement violent qu'en fait, le cerveau déconnecte la tête du corps. Donc on est un peu mort-vivant à ce moment-là. Et là, justement, on va travailler sur le souvenir. Et voilà ce qu'elle relate. Donc elle se revoit
avec sa mère, sa sœur, elles sont assises dans le salon. Elle dit, on est comme des spectateurs, mais il n'y a rien. Je suis là, mais je ne suis pas là. Le vide. Je dis rien, hein. Le MDR, on ne se met pas sur le chemin du patient, on ne dit rien. Je vous dis ce qui vient spontanément. Et merci encore à cette patiente de me permettre de relater parce que je trouve que c'est très éclairant. Donc je suis là mais je suis pas là, le vide, ça donne l'apparence que la maison est pleine. Tout est là parce qu'en fait il n'a même pas pris ses affaires. Mais on sent que quelque chose n'est plus à sa place. C'est calme, c'est bizarre. Bizarre, du lien, il y a des gens. Vous vous souvenez le rêve? C'est exactement les termes qu'elle utilisait. C'est bizarre, il y a des gens, il y a du lien. C'est le brouillard. Le brouillard, dissociation, kétamine, morphine. On était déjà là en fait. Et alors elle me dit, c'est comme dans le Truman Show, une supercherie, ma vie n'est pas réelle. On ne m'a pas réconfortée car toutes nous étions dans notre souffrance, absente à nous-mêmes. Je pense que j'ai vécu une sidération. Maintenant, je ressens de l'énervement. Mais pourquoi ne pas dire les choses? Ouais, oui, il n'a rien dit. Parce qu'en fait, c'était quoi l'histoire? En fait, l'histoire, c'était que papa, il avait une autre femme. Bon, ça n'a pas duré avec cette femme. Mais a priori, il n'avait pas que celle-là, il en avait sans doute d'autres. Enfin, ça faisait des années, sans doute depuis le début, qu'ils trompaient leur mère. Et que peut-être même, il avait une double vie pendant tout ce temps. Donc, vous voyez, c'est une supercherie, c'est le Truman Show. C'est finalement, moi, je suis qui? Enfin, c'est du chic, ce couple-là, ou cette vie familiale, ou ça donne l'apparence d'une vie familiale normale, mais en fait, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de fidélité. Et ça, pour les enfants, c'est terrible. Enfin, vous voyez, en fait, et à 15 ans, donc quand c'est l'âge où je deviens une jeune femme et je commence à m'intéresser au sexe opposé ou pas, ou en tout cas, je commence à me projeter, moi, dans ma vie de famille future que je voudrais construire. Ben, c'est terrible en fait, c'est pas le bon moment. Bon, on va dire que c'est jamais le bon moment. Mais là, pour le coup, ça effracte le disque dur. En gros, ça veut dire que je peux jamais faire confiance à un homme. Hein. Et donc tout ça, ça n'a pas été parlé, ça n'a jamais été dit. Et comme je pense que déjà, il n'y a pas beaucoup de communication, peut-être la patiente n'a pas trop osé poser de questions ou que c'était pas dans les normes familiales. Donc elle dit, moi dans ma vie avec les gens j'essaye toujours d'être comme un livre ouvert. Donc, vous voyez finalement c'était pas aperçu que ces supercheries, ces mensonges, ces camouflages l'avaient tellement perturbée. Mais elle avait installé le fait que moi pour pas faire souffrir les autres de ce double jeu, je vais toujours être lisible comme un livre ouvert. Et elle nous avait parlé de compassion, empathie. Et là voilà, donc il y a une phase de sidération qui vient, une phase d'énervement. Et une phase d'empathie, vous allez voir, c'est souvent dans ce sens-là que se passe la réparation. Elle me dit, ça devait être dur pour ma mère à cette époque. Tiens, d'ailleurs, elle avait l'âge que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai plus de vérifications sur la voiture, j'ai plus de vérifications que je n'ai pas écrasé quelqu'un, depuis que j'ai l'âge que ma mère avait au moment du divorce. Vous voyez, le cerveau, il a un marqueur spatio-temporel. Vous savez, c'est comme quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, par exemple en automne, et à chaque automne, il y a la tristesse qui va revenir, vague à l'âme, le deuil, le cerveau, il se souvient, même si vous y pensez pas. Alors ça peut être d'autres traumas, hein, s'il y a eu par exemple des abus dehors dans la nature par grand beau temps en plein été, malheureusement, à chaque fois qu'il fera grand beau temps en plein été, moi je vais pas forcément bien le vivre parce que si mon trauma n'est pas intégré, n'est pas réparé, ça va me redéclencher tout ce qui va avec. C'est quelque part, c'est du conditionnement, hein. Enfin, c'est de l'expérience vécue. C'est le cerveau qui engramme comme ça. Donc, elle me dit, il faudrait que je voie tout. Comme en voiture, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un de caché derrière une voiture et qui traverse devant moi au dernier moment. Je ne me le pardonnerai pas de ne pas avoir vu, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Si je fais un copier-coller de cette phrase dans un autre contexte, on se remet à 15 ans, je ne me pardonnerai pas de ne pas avoir vu parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Elle n'a pas vu, peut-être elle a vu. Enfin, étant enfant, vous savez, on est un peu une éponge. Hein,
on ressent tout. Vous savez, souvent quand on est enfant, si maman est pas bien ou est triste, ou, ben, en fait on va le sentir, même si elle nous dit rien, même si elle cache ses larmes. Et là, quand il y a un truc comme ça, alors est-ce qu'elle était en empathie, en compassion? Est-ce que les neurones miroirs vibraient avec la souffrance de sa mère, qui devait sentir qu'il y avait quelque chose, mais peut-être qu'il avait peur de perdre son père et qui disait rien? Ou est-ce que finalement elle avait vu ou senti quelque chose de l'attitude de son père ou de cette double vie de son père? En tout cas, il y a quelque chose qui est passé. En voiture, je fais demi-tour, je reviens toujours en arrière, comme si je pouvais changer quelque chose dans le passé. La volonté de changer quelque chose dans le passé. Elle me dit, mais bah, si j'ai tué quelqu'un, de toute façon j'ai tué quelqu'un. Elle me dit, si ça se trouve, il y a une partie de moi qui est morte ce jour-là sur le canapé. Alors on parle des 15 ans. Et oui, une partie de moi qui est morte ce jour-là sur le canapé, c'est la sidération. On bug. On est un peu en mort-vivant, mort cérébrale à ce moment-là. Et après, c'était foutu. Comme s'il fallait que j'ai vu absolument avant. Il aurait fallu que j'ai vu avant pour redevenir vivante. C'est fort, hein? Là, après avoir dit ça, elle se retrouve toute molle, perplexe, comme spectatrice. Donc à nouveau, je pense que la sidération revient dans le MDR. Hein, vous savez, on vit des émotions, des sensations pour le retraiter. Et ensuite, donc après cette sidération, le fait de se sentir toute molle, il y a une discussion qui s'engage entre, on va dire, deux parties d'elle. Il y a une partie d'elle qui dit bon allez on y va dans le sens allez faut vérifier. Et puis l'autre partie qui dit oh laisse-moi tranquille, c'est bon, je sais que je peux faire confiance à ce que j'ai vu. Donc là en IFS c'est ce qu'on appelle la panne, la partie apparemment normale. Donc la partie adaptée qui dit c'est bon, je peux faire confiance à ce que j'ai vu, on va pas se stresser. Elle est en train de négocier avec la partie traumatisée, la partie en souffrance, la partie qui a peur de faire souffrir son prochain, écraser quelqu'un, en n'ayant pas vu. Et du coup, cette partie-là qui dit faut vérifier parce que si jamais. Et en fait, là, il y a une discussion qui se met en place. Et elle me dit c'est pas acceptable de tuer. Ben oui, c'est pas acceptable de tuer, de cambrioler, de tromper, de mentir. Mais en fait, c'est le choix de l'autre. Elle me dit moi, j'y peux rien, finalement. Et oui, vous avez vu la panne, la partie adulte qui devient de plus en plus forte. Ouais. Et elle me dit, c'est comme quand je fais mes tocs, il y a moi et il n'y a pas moi. Ah, super. Donc dans ces tocs, il y a effectivement déjà ces deux parties. Il y a une partie adulte qui devrait reprendre le contrôle, mais qui ne peut pas parce qu'il y a la partie traumatisée qui dit, attends, si on ne vérifie pas, je ne te dis pas les conséquences derrière. Donc en gros, c'est comme si son cerveau, il avait appris à se dissocier. Ben oui, très certainement. Pour pas, en fait, on se dissocie pour ne pas éprouver la souffrance. Voilà, c'est pour un peu calmer le jeu, hein, parce que c'est invivable. Et l'APE qui dit, donc la partie émotionnelle, pardon, qui dit allez on vérifie, c'est comme si elle avait hacké son cerveau pour éviter qu'elle souffre. Donc, suite à ça, là, c'était hier, je livre, c'est tout frais, on a été obligé de finir la séance, mais il me tarde d'avoir la suite. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé pour vous montrer en quoi sa phobie d'impulsion, d'avoir écrasé quelqu'un en voiture sans s'en rendre compte, finalement, était liée à autre chose, à des traumas d'enfance, parce qu'elle avait déjà des TOC avant la phobie d'impulsion de la conduite, mais la phobie d'impulsion, elle arrivait au moment où elle avait l'âge que sa mère avait quand il y a eu le divorce, quand il y a eu le gros choc. Donc le cerveau s'était dit, oulala, à cet âge-là, il se passe ça avec mon mec. Je vous dis, le cerveau s'est dit, parce qu'évidemment, c'est pas conscient. Mais en tout cas, le cerveau était bien en train de travailler là-dessus, puisque il y a les phobies d'impulsion qui sont venues, et puis il y avait tous les rêves autour de ça. Donc, il nous donnait bien la bonne problématique. Sauf qu'elle, consciemment, n'avait pas vu qu'il y avait du lien, que ça s'était mis ensemble, tout ça. Voilà, donc c'est très éclairant. Merci encore à Charlotte. Et puis, suite au prochain épisode. Au revoir.